Hans. Bonsoir, comment allez-vous? Bah, ça va, ça va. Ça peut aller mieux si tout tourne comme on le souhaite. Oui, Voilà. tout tourne Et comme... Hal est en direct avec nous déjà. Donc, Bonsoir, donc madame. s'il vous plaît, Hans. Bonsoir. Ben, la parole est à vous. Bonsoir. Bonsoir, la parole est à vous. Vous pouvez Merci, commencer. Hans. Eh ben, ce soir, nous parlons culture culinaire, car quand on parle de cuisine marocaine traditionnelle, on parle également culture. C'est d'abord un héritage de plusieurs civilisations, arabes, berbères, andalouses, juives. Ensuite, la cuisine marocaine fait partie du patrimoine d'un pays comme le Maroc. Nous ne pouvions parler de cuisine marocaine sans faire appel à l'une de ses brillantes ambassadrices, Madame Fatema Hall, pour qui la cuisine est une fusion des cultures. Avec des épices, la cuisine devient une alchimie dont notre invité de ce soir détient la recette, je dirais même les recettes. Bonsoir Fatema Hall. Bonsoir. Alors Merci de merci, la merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous avez une belle petite histoire avec Bruxelles que vous allez nous raconter plus tard. Pour l'instant, commençons par le commencement. Vous êtes né au Maroc et vous êtes arrivé en France je dirais en 1970, comme disent les Belges. Des études, une licence en littérature arabe à Paris 8, des études d'anthropologie. Vous êtes passionné de à cuisine, l'école pratique des hautes études. tout à fait. Vous êtes passionné de cuisine, vous ouvrez un restaurant à Paris qui porte le nom de votre maman, Al-Mansouria. Alors pourquoi ce choix pour la cuisine marocaine et pourquoi donner le nom de votre maman à ce restaurant qui est toujours, enfin qui n'est plus ouvert à cause du Covid, mais qui existe toujours à Paris? Oui, il est toujours à Paris, ça fait quand même 36 ans. C'est énorme. Juste avant le restaurant, j'ai eu 2 années dans la politique, puisque j'ai travaillé au ministère des droits des femmes comme conseillère technique au temps d'Yvette Roudy. J'ai toujours été en fait pour la cause des droits des femmes. Et la cuisine n'est pas très loin, puisqu'elle est dans les mains des femmes. Pourquoi la cuisine marocaine? En fait, au départ, sincèrement, je voulais surtout créer mon entreprise. Et je me disais, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? C'est vrai que j'aime manger, j'aime recevoir. Et c'est vrai que la cuisine, pour moi, en tant qu'anthropologue, c'est une suite logique. Pour connaître l'être humain, il faut connaître ce qu'il mange. Je crois que c'est Lévi-Strauss qui disait pour être un bon ethnologue, il faut être un bon cuisinier. La cuisine marocaine est très riche. L'histoire de la cuisine marocaine, comme l'histoire d'ailleurs du Maroc, n'a pas été une sage saga. Et comme le Maroc c'était un empire, sa cuisine est très riche et très variée. Et donc, quelque part, c'était faire ce voyage pour mieux connaître mes ancêtres. Par la suite, ça s'est imposé à moi, c'est aussi quelque part, vous savez, quand on est à l'extérieur et quand on est dans l'immigration, très souvent, on nous demande de nous intégrer, ce qui est normal. Je veux dire, quand on vit dans un pays, on adopte aussi mais quand on a un restaurant, c'est ceux qui nous reçoivent, qui nous demandent de leur ressembler ou en tout cas d'accepter leurs habitudes. Quand ils viennent chez nous, c'est l'inverse. Et j'ai trouvé que c'était complémentaire. Et tout ce que j'aime dans la vie, c'est les échanges, c'est les rencontres et c'est la complémentarité. Donc voilà pourquoi j'ai choisi la cuisine. La cuisine, ce n'est pas simplement une question de recette. La cuisine, c'est de la politique, de l'économie, du social, du culturel. La cuisine, dans l'immigration, c'est la dernière chose qui nous reste, avec la langue qui parle et la langue qui goûte. Alors, vous avez donné le nom de Mansouria à ce restaurant. Oui. Quand on parle cuisine, d'ailleurs, il n'y a pas un seul maghrébin, qu'il soit musulman ou juif, qui ne parle pas de la cuisine de sa mère. Oui. Je veux dire, quand on parle de la cuisine, on parle aussi de l'amour qu'on a pour la maman. Et donc, forcément, pour rendre hommage à ma mère, qui s'appelait Mansouria,
j'ai donné le nom Mansoria à ce restaurant pour lui rendre hommage. Alors, est-ce dire que la cuisine est une affaire de femmes au Maroc et dans le monde? Oui, Il y a de- oui, vous savez, en France, c'était aussi une affaire de femmes. C'est-à-dire que tant que la cuisine est gratuite et généreuse, tant qu'elle est pour nourrir sa famille, ça a toujours été une affaire de femmes. Hein. Depuis la vraie révolution et grande révolution, c'est-à-dire l'invention du feu, où on est passé du cru au cuit, la cuisine était dans les mains des femmes. Les hommes allaient chasser, c'est les femmes qui cuisinaient. En France, il y a encore les histoires des mères cuisinières de Lyon. Et donc, la cuisine était dans les mains des femmes. Quand elle a commencé à rapporter de l'argent, c'est-à-dire quand elle a commencé à être commerciale, et bien là, les hommes se sont intéressée à la cuisine. emparés. Ils sont devenus des chefs et je préfère les cuisiniers aux chefs. Bon. Ouais, mon père, Allah yطول عمره, est un fin connaisseur de cuisine marocaine aussi. Je me rappelle, quand j'étais encore chez moi, jeune, eh ben, Ramadan, c'était lui tous les jours qui préparait le ftour, qui préparait tous les plats d'une cuisine de Rabat, comme des grandes villes impériales, raffinées et séculentes. Alors, si vous aviez à définir la cuisine... C'est l'exception qui confirme la règle. Très bien. Si vous aviez à définir la cuisine marocaine pour une population belge, qu'est-ce que vous leur direz? Je leur dis d'abord de ne pas juger la cuisine marocaine d'après ce qu'on trouve dans les restaurants. Je ne critique pas les restaurants. Les restaurants font très souvent mal pour une raison simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore des écoles qui forment des chefs pour la cuisine marocaine. La cuisine marocaine est une cuisine... Il y a une cuisine citadine bourgeoise, il y a une cuisine des pauvres, il y a une cuisine de saison, il y a les secrets de famille. Et il n'y a pas une cuisine au Maroc, mais il y a des cuisines. Effectivement, il y a la cuisine berbère, la cuisine arabo-musulmane, la cuisine juive. Il y a aussi les traces de la cuisine française et aussi, étonnant, dans la cuisine asiatique. N'oublions pas d'abord qu'il y a eu les Mongols, mais n'oublions pas non plus les commerces avec l'Asie. Quant à un être humain, et particulièrement un Marocain ou un Français, peut-être aussi un Belge, on ne voyage jamais. Si on ouvre les valises dans les aéroports, on apprendra beaucoup de choses sur la personne. On voyage toujours avec un bout de son goût. Le Français partira avec du fromage, le Marocain avec peut-être chicha ou le khlir ou le citron confit. On voyage toujours avec un bout de soi qui est son goût. Ben, pour vous dire la vérité, je viens de rentrer du Maroc et mon papa m'a préparé 2 kilos de khlir alors voilà. Et 2 kilos de brewat djej, donc des petits mets marocains très, très raffinés. Alors, votre histoire... Donc, pour le Belge, j'ai oublié de dire, c'est aussi la cuisine peut-être la plus riche en salé sucré. Elle est sincèrement, sans chauvinisme aucun, c'est une cuisine qui est très raffinée. Par exemple, le couscous, c'est tout un monde. Tout à l'heure, on parlera sûrement du couscous, mais la plupart des gens pensent que la cuisine marocaine, c'est les couscous et les tagines. Eh bien non, il y a d'autres plats. Il y a d'autres techniques ancestrales. On a la qadra, c'est-à-dire cette grosse marmite en cuivre étamé. On a toute une série de plats qui ne sont ni tagines ni couscous. Les salades, alors ça me fait rire quand tous les gens sont devant les tapas, mais ils oublient que les musulmans et les arabes sont restés 8 siècles en Espagne et que les tapas, nous, c'est tellement dans notre gène, dans nos habitudes, qu'on ne les appelle pas tapas, on les appelle chriwat, on les appelle les petites salades, mais on a toujours eu des tables avec
plein de petites choses sur une table qui sont des tapas. Donc, il y a, franchement, alors, et moi, entre parenthèses, ou c'est pas, non, enlevant la parenthèse, j'ai une passion pour Bruxelles. Donc, j'adore les Belges et j'aime particulièrement les Bruxellois. Et vous voyez, je prononce bien, je ne dis pas bruxellois, je dis bruxellois. Absolument, absolument. Donc, vous avez failli vous installer à Bruxelles, ouvrir un restaurant à Bruxelles. Oui, c'était trop tôt. J'ai failli, mais j'ai choisi un quartier qui était un quartier pratiquement aristocrate. Et c'était dans la maison du comte de Bourgrave. Et donc, on m'a donné toutes les autorisations, sauf le changement de destination. C'est-à-dire que cet hôtel particulier, cette grande maison, cette maison de maître, pour qu'elle devienne restaurant, il y avait la moitié du quartier qui était pour et l'autre moitié qui était contre. Mais bon, c'était un peu trop tôt. Ah bah, ils ne savent pas ce qu'ils ont raté en tout cas. Non, c'était trop tôt, mais c'est peut-être pas trop tard pour recommencer. Pourquoi pas? Alors, la cuisine marocaine est donc une fusion des cultures. C'est un véritable patrimoine que vous tentez de préserver, vous, à travers vos écrits, vos livres. Oui, parce qu'il était urgent. Quand j'ai commencé à faire des recherches, les recherches, elles se font comment, en fait, pour écrire les livres sérieux. Bien sûr, les livres de recettes, chacun a l'impression de détenir la vérité et le secret. Mais il y a deux façons ou trois façons de faire. La première, effectivement, c'est la mémoire vivante, c'est les mères, les grands-mères. C'est d'aller d'un quartier à l'autre, c'est d'aller d'un village à l'autre, c'est d'aller d'une ville à l'autre et d'aller d'une région à l'autre. Et puis, il y a les livres, il y a la bibliothèque, il y a les textes. Alors, le problème, c'est que dans le monde entier, on répète constamment une erreur monumentale en disant que nous sommes une tradition orale. Non, nous ne sommes pas seulement une tradition orale. Nous avons écrit sur la cuisine avant beaucoup de peuples, avant la France. On a écrit sur la cuisine depuis le 9e siècle. Les grands livres de la cuisine française, c'est vers le XVIIe siècle. Donc, vous voyez, et en fait, j'ai voulu un petit peu rendre justice à cette histoire. Mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que je suis constamment confrontée au sentiment des gens. C'est-à-dire que les gens ne voient que la cuisine de leur mère. Ah oui, non, 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 moi, ma mère, c'est la meilleure cuisinière, ou ma mère... Quand on parle de la cuisine de sa mère, on parle de l'amour qu'on a pour la mère. Et tout mon respect pour l'amour de la mère. Mais quand on parle de l'histoire de la cuisine marocaine, c'est les documents, c'est les textes, c'est les fouilles archéologiques. Donc voilà les trois pistes. La mémoire vivante, donc les interviews avec les vieilles dames, les enregistrer, j'ai plein de cassettes. Il n'y a que les gens de mon âge qui se rappellent encore des cassettes. Il y a les livres de Beno Razin Toujibi, mais il y a aussi le Jahed qui a écrit au 9e siècle. Personne ne soupçonne que le Jahed a aussi écrit. Avicenne a écrit aussi, qui était quand même un très grand médecin. Et il y avait donc les livres, la mémoire vivante, le terrain, et aussi les fouilles archéologiques. Alors, dans un de vos livres intitulé Fatima Hal, fille des frontières, est-ce dire que la cuisine a des frontières? La cuisine, bien sûr, elle n'a pas de frontières. Elle est très... la vraie cuisine. C'est-à-dire que elle passe la frontière, mais elle passe la frontière lentement. C'est-à-dire que lorsque les gens ou un produit arrive, un produit nouveau arrive, on prenait beaucoup de temps pour l'adopter et ensuite l'adapter. Parce que sinon, on n'aura pas de cuisine, tout vient d'ailleurs. Si vous prenez la France, par exemple, il n'y a aucune volaille qui a été trouvée en France. Toutes les volailles viennent d'ailleurs. On ne prend que l'exemple de la pintade, elle vient d'Afrique. La dinde, elle vient d'Amérique. Le foie gras, de la Haute-Égypte. Mais en même temps, c'est les Français, avec leur travail, avec des chefs absolument extraordinaires, qui ont fait que
le foie gras qui est venu de la Haute-Égypte du temps des pharaons, il est encore non seulement conservé, mais sublimé. Alors que je ne rencontre aucun Égyptien qui fait du foie gras. Donc il ne suffit pas d'inventer, il faut aussi travailler pour conserver et préserver, et donc il faut consigner, écrire des livres. Alors, prenons le cas du couscous. Il y a actuellement une grosse bagarre pour s'approprier les droits d'auteur du couscous entre les 3 pays du Maghreb. Parlez-nous un peu de l'histoire du couscous. Alors, j'ai donné au moins 5 ou 6 interviews sur cette histoire-là, ce qui est complètement... Alors, d'abord, ils se sont mis d'accord, donc c'est déjà une bonne chose. Les Marocains, les Algériens, les Tunisiens et les Mauritaniens se sont mis d'accord. Le couscous est incontestablement berbère, il est né au Maghreb. Mais le couscous, vous ne pouvez pas le séparer de l'histoire du blé dur. Or, le blé dur est arrivé par les Romains. Il y a quelques historiens qui remettent ça en cause, que le couscous était là bien avant les Romains. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, les textes sérieux, le blé, pas le couscous, pardon, le blé est arrivé par les Romains. Et sans blé dur, il n'y a pas de couscous, il n'y a pas de pâte. Le couscous, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la pâte la plus fine au monde. Parce que le couscous, ce n'est pas de la semoule. Le couscous, c'est un travail. C'est-à-dire qu'on a le blé qu'on transforme en semoule fine, moyenne et grosse. On enlève l'avoine. Et cette semoule moyenne, tout dépend ce qu'on veut, le résultat qu'on veut, eh ben, elle est travaillée, c'est-à-dire roulée à la main avec de la farine, de l'eau et de la semoule. C'est ces 3-là qui nous donnent le couscous. Ce n'est pas la semoule. La semoule est travaillée. C'est comme si en parlant des pâtes, vous dites « je vais manger de la farine ». Non, les pâtes sont fabriquées avec de la farine, mais il y a tout un travail pour faire les pâtes. Et donc, pour le couscous, c'est la même chose. Par la suite, effectivement, mes amis algériens, nos voisins, et moi je suis une fille des frontières, j'étais à 6 km d'Algérie, j'ai la moitié de mes parents qui sont algériens. Mon père d'ailleurs est algérien, ma mère est marocaine, je suis née au Maroc et mon pays c'est le Maroc. C'est lui qui m'a donné la possibilité de vivre jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Tout le monde voulait dire que le couscous est algérien. D'abord, est-ce que l'Algérie et le nom et cette nation étaient là au temps de Massinissa? Non, on n'avait pas ces frontières-là. Donc soyons simples et disons que le couscous est maghrébin, il appartient au Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie de la même façon. Est-ce qu'on peut moderniser une cuisine comme la cuisine marocaine? Mais alors, c'est une question très importante parce que vous mettez le doigt et la lumière sur c'est quoi une tradition. La tradition, c'est une question de temps. Quelque chose qui nous arrive, c'est nouveau. Mais au bout de 50 ans, 100 ans, ça devient traditionnel. Le Maroc n'est pas né avec sa pastilla, comme la France n'est pas née avec son foie gras. Donc, il a fallu du temps. Cela veut dire aussi qu'on a innové. Mais les femmes ont toujours innové. La cuisine elle s'est toujours transformée. C'est de la chimie, depuis toujours. À partir du moment où on a inventé le feu, la cuisine est devenue une civilisation et non pas simplement, au départ, on mangeait pour ne pas mourir. Par la suite, une fois qu'on a réglé le problème de la faim, ça devient la civilisation. Et si ça devient de la civilisation, on peut innover. Et bien sûr, on peut innover tout le temps. Mais le problème de l'innovation actuelle, c'est que ça va très, très, très vite. Et donc, c'est du n'importe quoi. Ces femmes anciennes à qui je rends hommage, qui ont innové vraiment, elles ont pris le temps de comprendre le produit, de savoir les associer un produit avec un autre. Elles ont fait ça parce que c'est de l'artisanat,
pendant longtemps pour arriver à un plat fini. Maintenant, non, on enlève l'agneau, on met des crevettes et on croit qu'on est Salvador Dali. Il faut du temps et du travail pour innover. Oui, il faut innover et la cuisine marocaine, elle a besoin d'être innovée. Elle a besoin d'être à la hauteur de ce que nous avons reçu comme héritage. Alors, puisque vous parlez d'héritage, aujourd'hui, la femme est de plus en plus active, passe de moins en moins de temps en cuisine. Est-ce qu'on risque pas de perdre ce patrimoine qui ne se transmet plus de mère en fille? Eh bien, c'est ma bagarre depuis 30 ans. Non seulement j'ai peur, mais on a perdu. On a perdu et on peut encore retrouver. C'est vrai que les femmes et les filles travaillent de plus en plus et tant mieux. Elles vont de plus en plus à l'école et tant mieux. Et que la transmission est bloquée. Mais il y a eu la France, on copie beaucoup de choses à la France. Pourquoi on ne copie pas le meilleur? La France a réglé ce problème de transmission. C'est devenu apprentissage. Elle a mis en place des écoles. Mais quand elle a mis des écoles, elle a enseigné d'abord la cuisine française. Le problème, nous, on a des écoles hôtelières, mais qui enseignent la cuisine internationale. La cuisine internationale ne veut strictement rien dire. Elle forme des gens à la médiocrité. Alors, oui, j'ai peur. Vous me rappelez un de mes reportages il y a plus de 20 ans. J'ai fait un reportage sur l'école de cuisine qui se trouve à Rabat, à Touarga, et qui était sous la tutelle de feu Hassan II. De temps en temps, il passait pour contrôler ce qui se faisait. C'était de la vraie cuisine traditionnelle. Et même il veillait même à ce que à la manière de présenter un plat et de proposer un plat sur la table. J'ai assisté, je faisais partie du jury et je voyais que la jeune femme devait arriver avec la tenue marocaine, comment porter la tenue et comment aussi déposer le plat sur la table, et tout était noté. C'était un vœu de feu Hassan II. Alors, les temps sont difficiles, la restauration et le Covid ne font pas bon ménage. Non, d'ailleurs, aucun autre secteur ne fait bon ménage avec la Covid. La Covid est une punition. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. C'est terrible d'abord économiquement, parce qu'il y a des gens qui vont se retrouver sans travail, des restaurateurs qui vont finir par fermer, parce que c'est vrai qu'en France, on a des aides, mais ça ne suffit pas, malheureusement. Mais aussi, les êtres humains ont besoin de se rencontrer, on a besoin de se voir, on a besoin d'échanger. Un restaurant, ce n'est pas nourrir seulement, sinon les gens mangeraient chez eux. Ils sortent pour rencontrer d'autres gens, pour échanger avec et découvrir aussi. C'est très, très, très difficile, et donc il faudrait peut-être profiter de cette période. Moi, je suis toujours et bienveillante et aussi optimiste. Peut-être s'arrêter et remettre pas mal de choses en question, parce qu'on était aussi complètement et totalement dans les faux besoins. Il y avait plein de choses qu'on faisait dont on n'avait absolument pas besoin. Peut-être qu'il faut revoir les choses, et peut-être qu'il faudrait un peu moins de gaspillage, mais on le sait. Et par rapport à notre manière de nous nourrir, il y a énormément de choses à voir. Quand je vois par exemple les saisons qui ne sont pas respectées, je suis très triste. Quand je vois des fraises toute l'année presque au Maroc, des fraises, ben non, on ne donne plus de signal à ces jeunes pour apprendre qu'il y a des saisons, qu'il faut les respecter, et en respectant les saisons, on respecte le goût, et en respectant le goût, on respecte la santé, et on respecte l'environnement. Et ça, c'est important. Ça paraît banal, mais c'est très important. Quelques minutes pour nous parler de la cuisine juive. Est-ce qu'elle est imposante à l'image de la cuisine marocaine? Est-ce qu'elle fait partie de la cuisine marocaine? Puisque on dit aussi qu'elle a beaucoup influencé la cuisine marocaine.
Alors, on dit beaucoup de choses. D'abord, elle ne fait pas partie de la cuisine marocaine, elle est marocaine. La cuisine juive, elle est marocaine. Donc, alors, la cuisine, pour ceux qui ne regardent la cuisine que d'une manière superficielle, suit l'évolution et l'histoire des gens. Et la cuisine juive suit l'histoire des Juifs, c'est-à-dire qu'il y a certains plats, on suit même leur douleur de ce qui s'est passé. Si sur le plan des plats, elle est moins riche, moins variée que la cuisine musulmane, sur le plan des desserts et des pains, elle est beaucoup plus riche et plus variée que la cuisine musulmane marocaine. Ce qui est fabuleux et extraordinaire et unique au monde, c'est qu'on a deux peuples, deux communautés. On a les musulmans, on a les juifs. Et pendant des siècles et des siècles, ils ont vécu ensemble sans demander à l'autre ni de s'assimiler. Chacun a continué à cuisiner comme sa communauté le lui imposait ou le lui demandait, et elle est respectée par l'autre. Il y a des plats qui ont voyagé d'une communauté à l'autre. Il y a des plats qui sont restés vraiment pour chacun la faisait à sa manière. Je me rappelle d'une histoire du pain azim, al-raqaq. On avait une voisine, Freha, et j'adorais son raqaq. Mais c'était une fois par an pour la Pâque juive. Et j'attendais avec impatience. Et un jour, j'ai dit à maman, mais tu cuisines très bien, pourquoi tu ne lui demandes pas la recette, maman, et tu nous fais le raqaq? Ma mère ne rate jamais une recette, parce qu'elle ne fait que ce qu'elle sait faire. Si vous lui demandez de faire la pastilla, eh ben, elle ne la fera pas, parce que si elle la fait, elle va la rater, parce qu'elle dit, et c'est les gens de Fès, elle ne la fera pas. Donc, elle ne rate jamais ses recettes, parce qu'elle fait que les recettes qu'elle sait faire, ces recettes à elle qu'elle a héritées. Et donc, elle prend la recette du raqaq et elle rate la recette. Et elle rate la recette, et moi, c'était un signal, parce que quelque part, elle avait envie de cet échange. Parce que tous les ans, Freha venait avec un raqaq chez nous, et nous, on lui donnait autre chose. Et donc, il y a aussi les symboles, il y a les cérémonies, il y a énormément de choses. Et c'est pour ça que j'ai hâte que les restaurants s'ouvrent pour qu'on continue à se raconter ces belles histoires humaines. Alors, on reproche à la cuisine marocaine de prendre beaucoup de temps en préparation. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est les gens qui ne connaissent pas la cuisine marocaine. Il y a des plats qui demandent beaucoup de temps, qui sont compliqués, qui demandent beaucoup de temps. Vous savez, moi j'ai publié le grand livre de la cuisine marocaine, il y a à peu près 600 recettes. C'est énorme. Mais dans ces 600 recettes, il y a effectivement peut-être une centaine qu'on ne pourra même plus faire. Tellement c'est long et c'est compliqué et c'est trop riche. Il y a des recettes qui sont moyennes, qui prennent du temps. Mais on a des recettes très rapides. La kefta aux œufs, pourquoi d'ailleurs j'en parle parce que d'abord la kefta, les boulettes de kefta sont adorées par les Français. Et quand on avait un invité qui vient à l'improviste, tout de suite on envoie le jeune ou la jeune fille aller acheter de la viande hachée chez le boucher pour faire le plat. Donc ça prenait 10 minutes. On a des plats aussi rapides. Donc, on ne peut pas résumer la cuisine marocaine à sa complexité. Alors, vos plats préférés, c'est comme si je vous disais quels sont vos enfants préférés. Eh oui, voilà. Ça dépend des saisons, ça dépend des moments. Il y a des plats, voilà, il y a un plat simple. Vous savez, au printemps, il y a la menthe fliot, la menthe sauvage avec des fleurs sublimes. On fait une pomme de terre qu'on appelle d'ailleurs btata les pommes de terre tristes, uniquement avec le fliot, de l'ail et l'huile d'olive et rien d'autre. Et c'est à tomber par terre, c'est sublime. Mais j'aime aussi la sfiria. La sfiria, c'est un plat qui date du XIIe siècle, avec une viande qui est rôtie
et qui est croustillante à l'extérieur et fondante à l'intérieur. Et dessus, on met des losanges de flancs d'amande. Alors, vous voyez que c'est vraiment d'un raffinement extraordinaire. Il y a des couscous, le couscous Medfoun, c'est à tomber, j'adore, et surtout celui qu'on faisait avec Sharia. Et donc, il y a des plats simples, il y a des plats compliqués. J'ai pas un plat, j'ai des plats, et puis j'aime cette cuisine, j'aime ce pays et j'aime ce peuple. Alors, vous disiez que Il me manque. vous avez essayé de vous installer à Bruxelles un peu trop tôt, et que ce ne serait peut-être pas trop tard. Nous avons de Oui, non, l'espoir ou mais pas? Non, mais je rêve de trouver des jeunes qui ont envie d'investir ou des investisseurs qui ont envie, parce que Bruxelles a vraiment besoin d'un très bon restaurant. Mais moi, je ne ferai que du consulting. J'ai plus l'âge de rentrer dans... vous savez, je ne suis pas très jeune. Le restaurant, il a 36 ans. Et avant les 36 ans, j'avais déjà travaillé au ministère des Droits des Femmes, plus les études. Bon, on peut vite faire le calcul. Merci beaucoup, Fatima Hal. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Et, Merci à vous. et j'espère qu'on aura l'occasion d'abord de vous inviter pour une émission en live à Bruxelles et expliquer un peu de près, après la Covid, bien sûr, aux femmes Avec un grand qui ne plaisir. connaissent pas la cuisine marocaine, ce que c'est que véritablement la cuisine marocaine. J'adore. Et vous savez, j'adore la place des Sablons. Allez à la place des Sablons demain et pensez à moi. Ah ben, on ira à la place des Sablons, même si tout est fermé en ce moment, et on pensera à vous. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.